Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Rémi Park, je suis enseignant contractuel à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Et tout d'abord, j'aimerais remercier Ascensia et la Fondation Mosaïque d'avoir organisé cette journée autour de la diversité. Alors, moi, en fait, j'aimerais vous présenter une partie de ma thèse qui a porté sur l'étude de la consommation des réfugiés nord-coréens, qui permet de comprendre en fait leur logique d'intégration. Donc, c'est un travail qui fait tout à fait écho à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, dans la mesure où la situation actuelle de la société française est de plus en plus problématique, parce qu'on a une société de plus en plus divisée, avec des personnes issues de l'immigration qui traversent des crises identitaires de plus en plus difficiles à résoudre. Donc, avant de vous présenter le fruit de mes résultats, j'aimerais vous présenter un petit peu les réfugiés nord-coréens et plus largement les Nord-Coréens, parce que c'est un peuple qui nourrit beaucoup de fantasmes, parce que nous avons très peu d'informations à l'égard de ceux-ci. Donc, euh, alors le cas du réfugié nord-coréen, c'est un cas qui est absolument unique au monde, parce que les réfugiés nord-coréens partagent la même ethnie et la même culture que les Sud-Coréens. Ils parlent aussi la même langue, sauf qu'en fait, ils ont habité dans un système politique, économico-politique complètement différent, parce qu'ils ont vécu dans un système socialiste, collectiviste et dictatorial. Ce qui rentre en total contraste avec la situation des Sud-Coréens qui habitent dans une société ultra-capitaliste, ultra-libérale et démocratique, bien sûr. Ça, c'était le premier point à souligner. Le deuxième point à souligner, c'est le changement de profil, en fait. Le changement de profil parce que, avant la grande famine de 1994 en Corée du Nord, qui a été causée par la chute du bloc soviétique, on avait une majorité d'hommes, en fait, réfugiés, qui venaient de classes sociales très favorisées, puisqu'ils étaient souvent diplomates et avaient des grades très élevés dans l'armée. Donc en fait, ces hommes-là fuyaient le régime pour des raisons purement idéologiques et politiques. Et ensuite, en fait, après cette grande famine qui a touché la Corée du Nord, on a maintenant une majorité de femmes qui se réfugient en Corée du Sud et qui viennent de classes sociales défavorisées de base, et donc qui viennent en Corée du Sud pour des raisons économiques. Donc nous avons déjà un changement des raisons de la fuite, en fait. Donc on passe d'une raison politique à une raison économique. Alors, quand ils viennent en Corée du Sud, ces réfugiés nord-coréens sont très bien accueillis, parce qu'il existe des programmes d'intégration adaptés à leur profil qui est très généreux. Des cours, la possibilité de poursuivre un cursus en parallèle, des aides à la recherche d'emploi, des aides médicales, des allocations logement, etc., etc. Et on a une réponse positive du côté des réfugiés nord-coréens qui veulent bien s'intégrer dans cette société, en fait, sud-coréenne. Et on note également une volonté d'intégration poussée un petit peu à l'extrême, puisqu'ils ont tendance à dissimuler, en fait, leur identité aux yeux de la société sud-coréenne pour éviter la discrimination. La discrimination qui arrive parce que la société sud-coréenne est une société qui est quand même qui est très très monoculturelle. Donc il existe des plaintes du côté de la société sud-coréenne, qui considère que ces réfugiés nord-coréens ne s'adaptent pas assez bien et ne s'intègrent pas assez vite, en fait, dans la société, et des plaintes du côté des réfugiés qui considèrent que la société, finalement, ne les comprend pas assez bien, ne comprend pas très bien leur situation en tant que réfugiés, ne comprend pas leur traumatisme. Tout cela va avoir une incidence, en fait, sur leur consommation, parce qu'on leur demande, en fait, de consommer, on leur demande de suivre la tendance, alors qu'ils ont un pouvoir économique limité. Et des compétences de consommation insuffisantes, parce qu'ils viennent d'un système économique où on rationalise, en fait, les biens. Donc, ça donne lieu, en fait, à une consommation un petit peu schizophrénique, et c'est cet aspect-là que j'ai exploré dans ce travail-là.
Quand on, quand on regarde en fait la revue de littérature qui concerne la question des réfugiés nord-coréens, on se rend compte que ce sont souvent des études migratoires, des études sociologiques, médicales qui s'intéressent justement à cette question des réfugiés. Et ces études-là les décrivent comme des personnes, comme des victimes de la société, en difficulté économique et sociale, en souffrance et traumatisées par leur parcours de vie, un petit peu chaotique. Donc, c'est un petit peu des résultats que nous retrouvons également pour d'autres types de réfugiés dans le monde. Donc, c'est un petit peu dommage parce que on les présente un petit peu comme un seul bloc. Donc on les catégorise systématiquement suivant ces aspects-là. Alors qu'en fait, quand on regarde la littérature en marketing qui les concerne, et elle est très très maigre, hein, cette littérature, ils sont décrits comme des consommateurs qui sont certes en difficulté économique, mais qui ont des envies. Et donc, c'était une piste qui était très intéressante, qui était très intéressante à exploiter. Et c'est pour ça que voilà, je me suis mis en fait à étudier la question des réfugiés nord-coréens sous l'angle de la consommation. Alors, il y a un point intéressant à propos de ces réfugiés, c'est que quand les chercheurs en fait essaient de les confronter, essaient de les approcher pour pouvoir les étudier, il se trouve qu'ils sont très très difficilement approchables et qu'ils sont versatiles. Ça veut dire qu'ils mentent très très bien en fait. Ils mentent très très bien, ils sont capables de présenter diverses facettes de leur visage. Ça veut dire que parfois ils peuvent se présenter en tant que militants ou parfois ils peuvent se présenter en tant que victimes, etc. etc. Donc ça, c'est le retour des chercheurs pour l'instant. Un autre point qui a été omis par les recherches précédentes, c'est la culture. C'est la culture parce que ils sont de culture confucéenne, et j'y reviendrai peut-être dans les questions. C'est une culture qui met sur un piédestal l'harmonie sociale et qui peut donc jouer un rôle dans leur comportement de consommation. Donc, le but en fait de cette recherche, c'était d'apprendre à mieux les connaître et établir des typologies de réfugiés nord-coréens pour briser un petit peu les préjugés pour briser en fait les préjugés qui les entourent. Et donc, tout cela à travers l'étude de leur consommation. Alors, pour pouvoir étudier l'acculturation des réfugiés nord-coréens, il fallait d'abord trouver un premier modèle d'acculturation pour pouvoir confronter ce premier modèle à nos propres résultats. Et ce premier modèle, en fait, a été établi à partir du cadre conceptuel de John Berry, qui est peut-être le cadre conceptuel le plus utilisé pour étudier l'acculturation des migrants. Donc, en fait, John Berry dit ceci. Il dit que l'assimilation automatique n'existe pas. Ça, c'est un mythe, en fait. Les personnes ne s'assimilent pas automatiquement. En fait, les personnes qui migrent adoptent plutôt des stratégies d'acculturation. C'est ce que dit John Berry, en fait. Et ça se vérifie plutôt bien à travers plusieurs types de migration. Et ça, ces stratégies d'acculturation vont dépendre de deux paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le degré d'importance de conserver sa propre culture. Et le deuxième paramètre, c'est le degré d'importance de maintenir une relation avec la culture qui l'accueille. Et ce modèle a été adapté en fait dans le marketing à travers différents contextes de consommation, en employant un petit peu, en s'ouvrant à des méthodologies novatrices comme l'ethnographie, l'auto-ethnographie, les méthodes de récit de vie, etc. Et en prenant en compte les différents processus qui interviennent dans l'acculturation des populations migrantes. Donc, quand on l'adapte en fait au contexte des réfugiés nord-coréens, on se rend compte que en fait, la position identitaire qu'ils adoptent en fin de parcours d'acculturation, donc quand ils sont en Corée du Sud, s'apparente à de l'hyper-assimilation. D'accord ? Donc,
C'est ce qui est ressorti de cette première revue de littérature. Donc, il s'hyper s'assimile en fait au sein de la société sud-coréenne. Alors, quand j'ai commencé cette recherche, j'ai eu quand même pas mal de mal à trouver des participants, et je me suis rendu compte que ce que disaient les chercheurs qui m'avaient précédé, enfin, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas exagéré ce qu'ils avaient dit quand ils disaient qu'ils avaient du mal méthodologiquement. Alors j'ai dû d'abord aller en Corée. J'ai dû activer mon réseau pour pouvoir trouver mon premier ensemble de Nord-Coréens. Et ensuite, quand ces entretiens se passaient bien, ces Nord-Coréens me présentaient à d'autres Nord-Coréens. Et par effet boule de neige, j'ai réussi à rencontrer d'autres Nord-Coréens. Et et puis chose un petit peu particulière, j'ai dû payer en fait pour rencontrer certains Nord-Coréens, parce que c'était une pratique qui était très courante en fait, pour pouvoir les rencontrer. Donc au final, j'ai réussi à interroger 20 participants, donc 4 entretiens individuels et 4 entretiens de groupe. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fixé, hein, c'est eux aussi, parce que en fait, vous avez presque aucun contrôle en fait sur comment ça va se passer avec eux. Dans un contexte un petit peu sensible également, parce que contexte d'élection présidentielle, et en Corée du Sud, quand c'est les élections présidentielles, la question nord-coréenne revient sur la table souvent. Donc c'est une période qui était assez sensible pour ces réfugiés. Et puis je me suis demandé comment changer ces tensions en opportunités méthodologiques. Et j'ai catégorisé en fait, ce qui allait en fait. Et ce qui allait, c'est que je pouvais les enregistrer. J'avais reçu l'autorisation de les enregistrer, ce qui me permettait d'employer des méthodes d'analyse lexicométriques, donc un petit peu plus diverses. Ça me permettait également d'avoir une diversité de points de vue, parce qu'en fait, ces personnes-là avaient des situations professionnelles et personnelles très, très diversifiées. Donc voilà, ça permettait d'avoir une diversité de points de vue. Le troisième point, c'est que ces réfugiés nord-coréens étaient souvent dans des associations de réfugiés. Et donc, cela me permettait potentiellement d'avoir la représentation des réfugiés nord-coréens dans leur ensemble, qui habitaient en Corée du Sud, par représentativité. Et ensuite, le fait d'avoir des entretiens individuels et de groupe me permettait en fait permettait en fait de libérer la parole, parce que peut-être qu'en entretien individuel, cela pouvait peut-être empêcher peut-être de se confier à un chercheur qu'ils avaient rencontré pour la première fois. Donc, deux méthodes avaient été employées pour pouvoir déterminer leur stratégie d'acculturation et leur identité. Donc, tout d'abord, c'est la méthode des récits de vie, qui permet d'explorer le sens de leur expérience en tant que consommateur, et la méthode COVIF, codage, visualisation, forme et fond, qui est une méthode que j'ai créée spécifiquement pour cette recherche, parce que cela permettait d'avoir une vision d'ensemble des entretiens, et donc qui facilitait l'analyse de ces derniers. Et en fait, au lieu d'avoir un monobloc, j'ai trouvé qu'il y avait 3 profils de réfugiés nord-coréens, pardon. Donc il y avait le profil nord-coréen, donc c'est un profil qui se marginalisait un petit peu, qui était un petit peu, qui voulait un petit peu s'isoler de la société sud-coréenne. Il y avait le Coréen du Nord qui était balancé entre l'intégration et l'assimilation, et le Coréen qui s'intégrait très très bien en Corée du Sud. Et selon le degré de distinction sociale, l'idéologie qu'ils avaient et les rapports sociaux qu'ils entretenaient avec les Sud-Coréens. Donc à partir de cela, j'ai établi 3 profils de réfugiés nord-coréens. Donc pour un petit peu conclure, c'est un travail qui défend en fait la transdisciplinarité. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre l'objet en fait réfugié nord-coréen, ni même l'objet réfugié, si on ne s'intéresse pas si on ne le regarde pas sous le prisme des différentes disciplines qui analysent cet objet-là.
Donc c'est très important. Il faut des études médicales, il faut des études marketing, il faut des études psychologiques pour pouvoir vraiment cerner cet objet. Je remets un petit peu la consommation au centre du village parce que finalement, on est ce que l'on consomme. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ne plus voir en fait ces personnes-là comme un bloc culturel, mais comme des individus stratégiques qui ont des trajectoires, qui ont des projets, qui ont qui ont des rêves, qui ont des envies, etc. Donc, casser un petit peu les préjugés à propos de ces individus et dans un contexte d'immigration de plus en plus croissante et qui s'accompagne de tensions, je pense qu'il est nécessaire d'effectuer des études migratoires pour pouvoir apprendre à mieux accompagner en fait cette tension-là. Merci, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Rémi. Je sens qu'il y a une question dans la salle. Oui, alors vous parlez d'hyperassimilation. Ma première question, c'est de savoir si cette étude, elle a été menée en France ou elle a été menée en Corée. En Corée. Ok, ouais, j'avais un doute. Oui. J'avais vraiment un doute. Oui. Et l'idée, comment on pourrait, quand on parle d'intégration et de hyper-assimilation sur consommation, Oui. quel lien faites-vous entre cette intégration-là et la consommation, l'hyper-consommation? Alors, par exemple, je vous avais dit qu'il y avait des profils marginalisés. Alors, par exemple, ces profils marginalisés, pour eux, la consommation reste de la consommation tout à fait basique au niveau des besoins primaires. Alors qu'en fait, le Coréen qui est intégré, il a intégré le schéma, en fait, le schéma de consommation, en Corée du Sud. Et donc, lui, il va consommer pour pouvoir communiquer, en fait, avec les Sud-Coréens. Donc, en fait, sa consommation, en achetant, par exemple, une voiture, ou bien en achetant une maison, ou bien en décorant leur maison, c'est un moyen justement d'exprimer un statut social, certes, mais un moyen, un prétexte pour pouvoir communiquer avec les Sud-Coréens. Donc ils ont très très bien compris en fait comment ça marchait, parce qu'en Corée du Sud, les Sud-Coréens font ça en fait, et eux ils le font. Ils ont totalement compris le schéma. Voilà. Merci. J'avais une question parce que je suis complètement novice Corée du Nord, Corée du Sud. Merci Oui. parce que j'ai appris les premières bribes, mais il me manque toute la maison. Est-ce qu'il y a une différence de prénom, de nom qui pourrait facilement être reconnaissable par des Coréens du Sud quand ils rencontrent quelqu'un qui vient du Nord? Alors il y a des noms de famille, mais parce qu'ils écrivent un petit peu de manière différente. Mais je pense qu'ils peuvent le modifier. Donc, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, ça veut dire que si on reprend, et hier, on a eu une journée sur Société à mission et l'impact Collège de Oui. Paris, on a beaucoup parlé de l'international et de migrants et de réfugiés. Et c'est pour ça que ça m'interpelle, parce que là, si je comprends bien, mais dites-moi si je me trompe, c'est possible. Oui. Dans votre cas d'étude, on a des gens qui ne sont pas différenciables par l'autre population au premier regard, par la langue, ensuite par le nom ou par un accent. On a bien donc des gens qui, s'ils ne consommaient pas, ressembleraient à des Coréens du Sud qui auraient choisi de ne pas consommer. Ça serait exactement les mêmes. Par la langue, on peut les... par la langue. Oui, par la langue, parce D'accord. qu'ils ont un accent, en fait. C'est comme si vous pouviez reconnaître un Québécois ou un Belge, en fait. Dommage, le scientifique que je suis pleure à l'instant. Parce que quelle leçon on aurait eu immense de comprendre ce phénomène migratoire sans chemin qui abîme, sans esclavage entre les deux. Enfin, tout ce qu'on a décrit hier, les violences, les viols, Oui. etc. Là, on a juste des gens qui passent une frontière. Quand je dis juste, je ne suis pas à leur place. Mais quand je dis il n'y a pas d'autre interférence scientifique que... Malheureusement, vous venez de le donner, l'accent, parce que s'il n'y avait pas eu l'accent, là, on avait un cas d'étude vraiment génial pour comprendre la souffrance du migrant juste parce qu'il est migrant et non pas parce qu'il y a toutes les autres causes. Non, parce qu'en fait, c'est pas juste une frontière, parce qu'ils sont obligés de parcourir ils sont obligés d'effectuer tout un parcours qui passe par la Chine et qui passe par la Thaïlande. D'accord. Et donc, en fait, quand ils arrivent en Chine, ils risquent de se faire attraper par la police chinoise et de se faire envoyer à la frontière. Et donc, oui, c'est très traumatisant en fait pour eux, le parcours de défection. Donc Ouais. j'ai dit une bêtise. Ouais. Je pensais que c'était moins traumatisant, entre guillemets, en supposant qu'on puisse dire moins traumatisant. Ouais. Mais effectivement, donc il y a un passage dangereux avec du risque, etc. Ouais. Donc voilà, malheureusement, on est dans le schéma qu'on décrivait hier avec, par exemple, Ouais. un Afghan qui arrive en France. Mais en fait, j'ai eu des cas de réfugiés nord-coréens qui regrettent en fait d'être venus en Corée du Sud.
parce qu'en fait, la discrimination est tellement violente et ils arrivent tellement pas à s'adapter en fait à cette société que en fait, ils en souffrent énormément. Et ils disent, bah moi, je regrette d'être venu en Corée du Sud. Et malheureusement, je peux pas repartir en Corée du Nord parce qu'il y a une guerre entre les deux. Donc en fait, la Corée du Sud n'a pas intérêt à renvoyer les Coréens du Nord en Corée du Nord parce que ça enverrait un mauvais signal, un très très mauvais signal en fait. Donc ouais, ils peuvent pas de toute façon repartir. Ouais. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup Rémi. On va passer à la dernière communication. Je suis désolé, nous sommes en retard déjà sur la pause. Je propose qu'on fasse pendant la pause l'échange parce que sinon ça se fera au détriment de la pause et je ne voudrais pas qu'on soit en retard sur la dernière session de communication parce qu'il y a des personnes qui ont des trajets de retour en cette veille du 1er mai assez lointain. Donc je propose une courte pause comme nos amis anglo-saxons disent, un bio break, hein. Donc un rapide café ou une pause plus intime et on se retrouve à 15h35 précisément pour la dernière session de communication. Merci.